Jusqu'où ne pas laisser aller trop loin ce fou psychopathe qui insulte la démocratie, qui fait fi effectivement de la représentation nationale, qui, une fois encore, veut entraver la parole du peuple à travers ses représentants, même si ces représentants nationaux ne sont pas très reluisants. Je parle de l'Assemblée nationale, qui a le pouvoir de nous débarrasser une fois pour toutes de cet importun, de cet imposteur, de cet usurpateur. Une fois encore, il s'illustre par le mépris qu'il affiche pour la démocratie. Alors, une fois n'est pas coutume, eh bien, je publie sur ma chaîne l'intervention de François Asselineau qui explique très précisément ce qui se passe aujourd'hui en France et qui est gravissime. Il va vous l'expliquer. Comme vont vous l'expliquer également d'autres intervenants dont je vais mettre le lien, en particulier Serge Faubert, qui suit l'actualité de l'Assemblée nationale minute par minute et qui explique la manœuvre malhonnête, mafieuse de Macron pour éviter que la proposition de loi visant à abroger l'article qui prévoit le passage de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans soit contrée, empêchée d'être inscrite à l'ordre du jour. Ce sont des gens qui n'ont absolument aucune vergogne, aucun respect d'eux-mêmes, à commencer par cette présidente sans nom, inqualifiable de l'Assemblée nationale, qui un jour dit oui à cette proposition de loi proposée par Lyot, notamment proposée par Charles de Courson, et qui, le lendemain, sur injonction du dictateur tyran criminel Macron, se rétracte, fait marche arrière et explique non, il n'est pas question d'inscrire à l'ordre du jour la proposition de loi du groupe parlementaire Lyot visant à abroger l'article de loi qui prévoit le passage de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Nous sommes, comme le dit François Asselineau très justement, en dictature. Il serait temps que vous, les parlementaires, vous retiriez la merde qui vous empêche de voir, qui vous plonge dans la cécité, parce que vous aurez à rendre des comptes, c'est évident, parce que de toute façon Macron ne fera cadeau à personne, parce que Macron est un fou, psychopathe, pervers, narcissique, identifié dans le monde entier comme tel, qui ridiculise notre pays, qui salit notre pays. Alors, je vous invite, une fois n'est pas coutume, à visionner donc cette vidéo de François Asselineau qui tire la sonnette d'alarme et qui, à juste titre, puisque c'est lui qui en est l'initiateur, explique, interpelle, prend à témoin ces parlementaires sans aucun courage, lâches, et leur dit « L'heure est venue de destituer Macron ». Parce que là, il vous inflige une insulte dont vous vous remettrez jamais, parce que jamais aucun électeur, sauf les allumés macroniens, ne reglissera un bulletin dans l'urne pour vous si vous avalisez l'entrée officielle en dictature de la France voulue par Macron. Jamais, vous, députés, je connais à titre personnel un certain nombre de députés, je puis vous dire, même très personnellement, je peux vous dire qu'ils savent ma façon de penser. Et je suis de la plus extrême sévérité avec eux. Ce sont des couilles molles qui ne doivent pas accepter. Ils ont le pouvoir de faire que la France retrouve la dignité, s'écarte de tous ces déviants malsains, de tous ces décadents. Visionnez. Pardonnez mon propos un peu vif, mais je suis excédé. Vous devez être excédé. Vous ne devez pas accepter d'être esclavagisé. Nous avons vécu des périodes comme ça. Avec la collaboration des pétainistes, par exemple, avec les nazis et les dizaines de milliers de gens envoyés dans les camps de concentration. Macron, c'est exactement la même chose. C'est du même acabit.
Ce n'est pas ces sourires de faux sémillants, de personnes qui se prétendent intelligents alors qu'il n'a aucune intelligence. Il n'a que de la mémoire, c'est tout. Il sert les desseins des ultra-riches, des mondialistes, qui veulent détruire l'humanité. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous comprenez? Visionnez, visionnez. Pardonnez mon propos un peu vif, mais vous savez, quand on est excédé, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas 36 solutions. On dit les choses. Faute de les dire, eh bien, vous laissez le mal gangréner la société. Et le mal, il est incarné par Macron et par tous ces déviants qui veulent nous faire croire, nous faire avaliser des comportements contre nature pour dénaturer la vie. Et ça, contre ça, il faut se battre également. Quand je vois que ces dézingués s'attaquent aux enfants dans les écoles, mais réagissez, bon Dieu, réagissez. La destitution, c'est ce que François Asselineau demande depuis 2018 avec un dossier solide, épais, argumenté, étayé. Je me suis rangé à cette initiative parce qu'il n'y a pas d'autre solution, on le voit bien avec ces lâches de députés, d'autres solutions de se défaire de cette gangrène cancéreuse que la destitution. La destitution, 58 députés suffisent. Messieurs de la France Insoumise, mesdames de la France Insoumise, qui êtes des humanistes, qui voyez que vos compatriotes souffrent, utilisez ce moyen. Article 68 de la Constitution. Faites abstraction de vos différences politiques avec les souverainistes. Visez l'union nationale, l'union sacrée, comme ce fut le cas entre 1939 et 1945, où un préfet extraordinaire a réussi à créer cette union nationale avec toutes les sensibilités politiques. L'heure est venue. L'heure est venue de chasser ces fous qui détruisent notre beau pays. Bon vent. Bon vent à tous. Continuez à lutter. Ne décrochez jamais face à ces dégénérés. Bon vent. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Mes chers compatriotes, une petite vidéo que je veux faire de façon urgente parce que la situation est franchement très grave sur le plan des institutions françaises et notamment de notre démocratie. Je veux parler de cette proposition de loi du groupe Lyotte, présentée par le président du groupe Bernard Pancher et conçue, semble-t-il, par le député Charles de Courson. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. C'est une proposition de loi, vous le savez, qui vise à faire voter les députés pour abroger l'article de la loi sur les retraites qui porte de 62 à 64 ans l'âge limite de la retraite. Alors, cette proposition de loi, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, mais elle fait florès, elle a été très largement commentée, et il semble bien qu'elle va, si elle est discutée à l'Assemblée nationale, elle va avoir probablement une majorité des députés qui vont voter pour elle. Peut-être pas une majorité en nombre des inscrits, mais au moins une majorité relative. Et pourquoi cela? Parce que, à la différence de la motion de censure ne sont comptabilisés que les gens qui votent pour la motion de censure. C'est-à-dire que, par exemple, un député des Républicains, par exemple, qui se met aux abonnés absents, dit qu'il a un corps au pied, qu'il est tombé malade, etc. Enfin, s'abstient, ne va pas voter parce qu'il est entre le marteau et l'enclume, entre Macron et ses électeurs. Donc quelqu'un qui ne vote pas la motion de censure, eh bien c'est comme si en fait il soutenait le gouvernement. Et il y a eu, je le rappelle, 278 députés qui ont voté pour la motion de censure. Il en fallait 287. Mais là, c'est très différent, puisque là, il s'agit d'une proposition de loi. Et donc, ceux-là même qui se sont abstenus, s'ils s'abstiennent de nouveau, eh bien, ils ne voteront pas contre la loi. Et donc, il y a une forte probabilité que ce sont les députés qui voteront pour l'abrogation de la loi qui seront majoritaires, puisque les 278 députés qui ont voté la motion de censure vont voter cette proposition de loi. Et il est tout à fait possible qu'un certain nombre de députés de LR, quelques-uns ont déjà annoncé qu'ils voteraient en plus, mais il est possible qu'il y ait d'autres députés de LR, ou même d'Horizon ou de Renaissance, qui s'abstiennent. De telle sorte qu'il est hautement probable que si cette loi est portée devant l'Assemblée nationale, eh bien,
elle soit votée. Ce qui serait évidemment un coup de tonnerre terrible en matière politique, puisque Macron serait confronté au fait que l'article qui a fait grief, qui continue de faire grief pour porter de 62 à 64 ans l'âge du départ à la retraite, serait abrogé 2 mois, même pas, après avoir été adopté sans vote, je le rappelle, par l'Assemblée nationale, par la procédure de l'article 49.3. Alors, face à cet événement politique qui a été concocté par Charles de Courson, qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de la République, dans un premier temps, on a vu que Macron était assez embarrassé, et puis il a fait contre mauvaise fortune bon cœur, et il a fait des déclarations en disant qu'il était favorable à ce qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale. Il espérait qu'à l'occasion de ce débat, il forcerait un certain nombre de députés à voter contre. Et puis, en fait, il s'est rendu compte que ça ne servirait à rien et qu'il allait être battu. Donc, il a demandé à toutes ses équipes de réfléchir à tout ce qu'ils pourraient faire pour essayer d'empêcher que cette loi puisse être votée. Et il faut savoir, et ça le grand public ne le sait pas forcément, c'est qu'une proposition de loi, à la différence d'un projet de loi, la proposition de loi est présentée par des parlementaires. On appelle projet de loi ce qui est présenté par le gouvernement. Lorsqu'un gouvernement fait un projet de loi, il est discuté parce que le gouvernement en a décidé ainsi. En revanche, quand il y a une proposition de loi, ça n'est discuté qu'à la condition que ça soit avalisé par le bureau de l'Assemblée, puisqu'il y a un règlement intérieur à l'Assemblée nationale qui prévoit toute une série de filtres. Et donc, il faut que d'abord obtenir que le bureau de l'Assemblée nationale donne son accord à ce que la proposition de loi soit débattue. Normalement, compte tenu de l'importance énorme du sujet et compte tenu du fait que tout le monde sait que cette proposition de loi a de fortes chances d'être votée, normalement, ça devrait être évidemment avalisé par le bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, ce qu'a cherché Macron, c'est d'essayer de trouver un système qui permette de ne pas le faire. Et ils ont regardé, lui et ses équipes, à la loupe la Constitution. Ils sont tombés sur un article, l'article 40, qui prévoit que pour une proposition de loi, donc déposée par les parlementaires, sénateurs ou députés, eh bien qu'une proposition de loi ne peut pas est irrecevable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la déposer, on ne peut même pas en débattre, si elle a pour effet d'augmenter les charges budgétaires ou de diminuer les recettes budgétaires sans contrepartie. C'est-à-dire, en fait, c'est un dispositif de la Constitution pour éviter les propositions de loi farfelues ou fantaisistes qui grèveraient considérablement le budget de l'État pour faire simplement plaisir aux électeurs. Et donc, le raisonnement de Macron et de ses équipes, et de Mme Borne qui est montée au créneau, c'est de dire qu'à partir du moment où on voterait l'abrogation du départ à la retraite à 64 ans et pour revenir à 62 ans, ça aurait un coût estimé à peut-être une dizaine de milliards d'euros, et donc que ce ne serait pas recevable par le bureau de l'Assemblée nationale. Alors, évidemment, M. de Courson, qui est député depuis plus de 30 ans, c'est le député qui est depuis le plus longtemps à l'Assemblée nationale, donc qui connaît toute la mécanique de la Ve République et tous les rouages, a prévu le coup. Et donc, il s'est arrangé pour pouvoir répondre que ça n'est pas vrai, puisque dans la proposition de loi, il est prévu de rabaisser de 64 à 62 ans l'âge de départ à la retraite, mais il est prévu aussi, si j'ai bien compris, d'organiser une conférence sociale avant la fin de l'année pour parvenir à dégager des recettes ailleurs permettant d'équilibrer le système. Donc la proposition de loi en tant que telle, eh bien, elle serait viable. En tout cas, c'est ce qui a été jugé comme tel par le bureau de l'Assemblée nationale dans un premier temps, avalisé par le président de la commission des finances, qui se trouve être Éric Coquerel, membre de la France insoumise, avalisé également par la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Braun-Pivet, qui est une macroniste de LREM, devenue Renaissance. Alors là où ça se corse, c'est que en fait, Mme Braun-Pivet a fait l'objet de véritables mesures d'intimidation de type mafieux, c'est la pègre en fait qui règne à l'Élysée. Et donc Mme Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a été convoquée à l'Élysée, on le sait par les journaux, et elle a été obligée d'avaler son chapeau puisque à 24 heures d'intervalle, elle a changé à 180 degrés de position.
Le 24 mai, là je vous parle, nous sommes le 25 mai au soir, le 24 mai à 10h30, on avait des informations de presse, comme vous le voyez par exemple dans le journal Le Monde, qui expliquaient que Madame Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, avait donc décidé de refuser d'invoquer l'article 40 pour bloquer l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi, de la proposition de loi, de l'IOT. Et donc, elle soutenait cette proposition de loi. Elle estimait que ça devait être débattu. Bien. Ça, c'était le journal Le Monde, comme vous le voyez, 24 mai, 10h30 du matin. Et aujourd'hui même, 25 mai, 10h45, c'est-à-dire très exactement 24h15 après, on apprend par la presse, alors toute la presse en fait état, notamment ici cette vue vous voyez sur BFM TV, on apprend que Madame Braun-Pivet, la même présidente de l'Assemblée nationale, elle dit qu'il est tout à fait évident que cette proposition de loi est irrecevable au regard de l'article 40. Alors, c'est vraiment se moquer du monde. On voit bien que Mme Braun-Pivet a été mise sous une pression d'enfer par Macron et par le gouvernement. Alors, c'est exceptionnellement grave. Parce que ça veut dire que Mme Braun-Pivet est en train de se déshonorer personnellement et de déshonorer le Parlement, l'Assemblée nationale, et de déshonorer les institutions, et même pire que ça, de transformer la France, lâchons le mot, en dictature. C'est-à-dire que le corps législatif, qui est l'Assemblée nationale, qui représente le peuple français, serait désormais sous la coupe du président de la République soi-même. C'est-à-dire sous la coupe de l'exécutif. C'est-à-dire que c'est une violation de tous les principes sacro-saints, même pas de la Ve République, de la démocratie. Ce sont les principes sacro-saints qui ont été édictés notamment au milieu du XVIIIe siècle par Montesquieu avec la théorie de la séparation des pouvoirs. Donc il doit y avoir dans une démocratie une séparation complète des pouvoirs entre l'exécutif, président de la République ou Premier ministre, le législatif, donc les députés, et enfin le judiciaire. Et donc là, si Mme Braun-Pivet consacre le fait qu'elle obéit à l'exécutif, ça veut dire que c'est fini de la séparation des pouvoirs et que nous sommes devenus une dictature. De façon tout à fait concrète. On n'imagine même pas, enfin, si les Britanniques, par exemple, qui sont très, très, très à cheval sur les droits du Parlement, c'est d'ailleurs eux qui ont inventé la démocratie, la monarchie parlementaire très tôt dans l'histoire du monde et dans l'histoire de l'Europe. Les parlementaires, le gouvernement britannique, pour lui, le sommet du pouvoir au Royaume-Uni, c'est d'une part le roi qui est un souverain mais qui est un monarque sans pouvoir, qui est un monarque constitutionnel, qui représente la majesté de l'État, la continuité historique du Royaume-Uni. Ça, c'est le roi, mais en termes de pouvoir exécutif, c'est le Premier ministre qui est l'émanation des électeurs. C'est le parti qui a eu le plus de voix aux élections générales, dont le chef de parti devient automatiquement Premier ministre. Et les pouvoirs du Parlement britannique, de Westminster, sont absolument sacrés, sacro-saints. On n'imagine pas un seul instant que le Premier ministre puisse imposer à l'Assemblée, enfin au Parlement de Westminster, une procédure comme ce qui se passe en ce moment en France. Ça serait une révolution au Royaume-Uni, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays de prétendue démocratie dans le monde. Donc l'affaire est d'une très grande gravité. Alors, face à ça, qu'est-ce que répondent Charles de Courson et les membres du groupe Lyot et tous ceux qui s'apprêtent à signer? Ils sont nombreux, puisque c'est les députés du Rassemblement national, de la NUPES, LFI, LV, etc. Bon. Donc qu'est-ce qu'ils répondent à ça? Ils répondent premièrement qu'il est prévu dans cette proposition de loi justement un mécanisme de revoyure, comme on dit, c'est-à-dire la création d'une conférence sociale avant la fin de l'année pour trouver des compensations financières à la baisse de l'âge du départ à la retraite. Donc c'est prévu dans la proposition de loi elle-même. C'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que dans l'histoire de la Ve République, ce genre ça n'a jamais été opérationnel de refuser une proposition de loi sur ce motif. Voilà, ça n'a pas eu lieu, paraît-il. Je ne suis pas un expert, mais c'est ce qu'ils disent. De toute façon, il faut bien comprendre
que cet article 40, qui est un peu tombé en désuétude, si j'ai bien compris, il vise quoi? Il vise des propositions farfelues. Il ne peut pas viser des propositions qui sont soutenues par une majorité des parlementaires. Et de ce point de vue-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque Mme Borne dit que la proposition de loi est inconstitutionnelle parce qu'elle aggrave les charges de l'État, il faut voir que le fait de rejeter cette proposition est contraire aux articles 2 et article 3 de la Constitution. Puisque l'article 2 dit que le gouvernement, le principe de la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et l'article 3 pose que nulle fraction du peuple, ni nul individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Donc il y a en fait une contradiction dans le cas d'espèce entre l'application de l'article 40, qui dit qu'il ne faut pas étudier cette proposition de loi, et les articles 2 et 3 qui, au contraire, imposent que l'on applique, que l'on étudie cette proposition de loi, puisque seul le peuple commande. En conclusion générale, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire que la Constitution de la Ve République, comme toutes les constitutions du monde, eh bien, elles sont le fruit de la morale publique et de la façon dont elle va être appliquée. Une constitution doit être appliquée de bonne foi. Macron, en fait, ne veut pas appliquer de bonne foi la Constitution. Avec Mme Borne et les gens qui l'entourent, il essaye de trouver toutes les arguties juridiques dans un seul et unique objectif, ne pas permettre aux représentants du peuple français de s'exprimer sur le fait d'avoir fait passer de 62 à 64 ans l'âge du départ à la retraite. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. Il n'y a jamais eu de débat sur cet article. C'était l'article 7 du projet de loi initial. Il y avait eu la déclaration de procédure d'urgence et comme vous le savez en première lecture, les députés n'ont même pas eu l'occasion de simplement voter sur cet article puisqu'on vote les articles les uns après les autres. Donc l'Assemblée nationale n'a jamais voté l'augmentation de 62 à 64 ans. Ensuite, il y avait un désaccord avec le Sénat, il y a eu une commission mixte paritaire, finalement on n'est pas arrivé à grand-chose, et c'est à ce moment-là que Macron a lancé l'article 49 alinéa 3. Et de fait, la motion de censure a été rejetée, la loi a été considérée comme approuvée. J'ai vu une énormité sortant, c'est énorme, de la part de M. Larcher, le président du Sénat, qui a dit qu'on ne pouvait pas voter une abrogation d'une loi qui venait d'être votée. Alors déjà, c'est un principe qui sort d'un chapeau parce que personne n'a jamais dit ça, ça n'existe pas dans la Constitution. Mais ce qui est énorme, c'est que le président du Sénat a dit que la loi avait été votée. Non! La loi sur les retraites n'a justement jamais été votée. Elle a été adoptée sans vote. C'est pas la même chose. Par l'artifice de l'article 49 alinéa 3, elle a été considérée comme adoptée sans vote. C'est là le problème de fond. Et Macron considère toujours qu'il ne faut surtout pas permettre aux représentants du peuple français de voter parce qu'il sait que s'il y a un vote, il sera battu. Donc on est face à quelque chose d'une gravité, enfin je ne saurais trop insister sur la gravité des moments que nous vivons, parce que si Macron parvient à empêcher de faire inscrire cette loi par le bureau parmi les votes, on saura ça le 8 juin, puisque c'est le 8 juin que ça va être débattu. Enfin, on le saura avant. On va savoir dans les jours qui viennent si oui ou non le bureau de l'Assemblée accepte de déposer cette proposition de loi. Actuellement, dans un premier temps, il a dit oui. Dans un deuxième temps, on sait que c'est au bout du compte le président de la Commission des finances qui tranche. Or, il se trouve, je l'ai dit tout à l'heure, que le président de la Commission des finances, c'est M. Éric Coquerel, membre de la France insoumise, et qui donc, lui, votera la proposition de loi, et qui donc, lui, a déjà avalisé cette proposition de loi. Et c'est là qu'arrive Mme Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui pourrait éventuellement s'opposer au président de la Commission des finances. Si Mme Braun-Pivet fait ça, je pense que la France bascule dans la dictature. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Mme Braun-Pivet prend une responsabilité écrasante face aux événements qui suivent. Parce que si on empêche les députés de voter cette proposition de loi, ça voudra dire que le passage aux 64 ans aura été adopté délibérément par le pouvoir exécutif
contre la volonté majoritaire de l'Assemblée nationale. Ça ne s'appelle plus une démocratie, ça s'appelle une dictature. Alors dans ce cas-là, moi j'ai quand même une solution que je propose, c'est qu'il faut que les députés qui s'apprêtent à voter cette proposition de loi, qui sont majoritaires, c'est-à-dire les 278 députés qui ont voté la motion de censure, plus éventuellement ceux qui s'abstiendraient, eh bien je dis que ces députés-là, s'ils veulent sauver la démocratie en France, s'ils veulent sauver l'honneur du Parlement, ils doivent d'ores et déjà faire savoir à Macron tout de suite, je dis bien tout de suite, que si Mme Braun-Pivet s'oppose à ce que cette proposition de loi soit débattue au Parlement, à l'Assemblée nationale, dans la minute, ils déposeront une procédure de destitution de Macron par l'article 68 de la Constitution. Je l'ai déjà dit, ça fait depuis 2018 que je le demande. J'ai publié un dossier, ça va faire 5 ans que nous avons en ligne un dossier qui montre les nombres comme ça de violations de la Constitution par Macron. Alors à chaque fois, ça a tergiversé, mais là, on ne peut plus tergiverser. Là, on ne peut plus tergiverser parce que Macron s'attaque directement au Parlement. J'ai vu que M. Fabien Roussel, qui est à la tête du Parti communiste français, a fait une déclaration que j'ai trouvée assez bonne, d'ailleurs, qu'il était invité sur France Inter ou France Info. Et on lui a demandé alors, qu'est-ce que vous en pensez de la déclaration de Mme Borne qui considère que c'est inconstitutionnel. Et Fabien Roussel a répondu d'une façon très judicieuse. Il a dit mais qu'est-ce que veut Mme Borne ? Elle veut la suppression du Parlement ? Eh bien, il avait raison de dire ça. En fait, Macron veut supprimer le Parlement. Ou plus exactement le transformer en une chambre d'enregistrement, comme il y a en Corée du Nord, ou dans ces pays où c'est pour faire joli qu'il y a un Parlement, mais tout le monde est en rang serré derrière l'exécutif. Voilà. Donc la situation, elle est extrêmement grave. Je pense, je le redis, je l'affirme aujourd'hui et ce soir, et vous devez le diffuser tout autour de vous, il faut que tous les députés qui s'apprêtent à voter cette proposition de loi, ils doivent tous se rassembler et dire que si Macron empêche que cette proposition de loi soit examinée et votée par le Parlement, M. de Courson et M. Pancher aussi, bien sûr, ils doivent se joindre à cet appel, que si Macron faisait ça, il lance immédiatement l'article 68 de destitution du président de la République. Voilà ce que j'ai à dire, et je pense que Macron, à ce moment-là, eh bien, il flanchera et il sera obligé de céder. Ou alors, s'il ne le fait pas, ben là, on entre dans cette partie de bras de fer qu'à l'évidence Macron recherche, puisque ce qui concerne maintenant, ce qui est en jeu maintenant, c'est plus du tout l'affaire des retraites, 62, 64 ans. Non, ce qui est en jeu maintenant, ça n'est même plus une partie de bras de fer entre un chef d'État qui n'a toujours pas compris ce que c'est qu'être président de la République. C'est une espèce d'adolescent attardé, catapulté par une oligarchie financière qui a mis à sa tête son larbin. Non. Maintenant, ce dont il s'agit, c'est est-ce que oui ou non, la France va rester une démocratie. Donc l'affaire est exceptionnellement grave. Et je vous invite tous, autant que vous êtes, à répercuter cette vidéo et à demander d'ores et déjà des comptes à votre député. Et j'invite tous les journalistes et tous les députés qui me suivent, je sais qu'il y en a des centaines, je les invite à bien mesurer la responsabilité historique qui est la leur si jamais Macron faisait en sorte que cette proposition de loi ne soit même pas étudiée ni votée, et si en plus de ça, ils avaient la lâcheté de ne pas lancer la procédure de destitution face aux tyrans. Vive la République et vive la France libre, souveraine et démocratique.